La comédie de la notation, édition EMS, Management et Société. Gérard Ampeau, bonjour. Bonjour. Gérard Ampeau, vous êtes enseignant à l'IAE de Caen, l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Caen. La comédie de la notation. D'abord, tout est dit dans le titre. On sent qu'on va avoir droit à un ouvrage nourri, voilà, de réflexion. Peut-être un point, d'où vient-il cet ouvrage? Quel a été votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à écrire cet ouvrage sur la comédie de la notation? J'ai été un investisseur professionnel. J'ai géré des portefeuilles, dirigé une société de gestion il y a une quinzaine d'années. Et j'ai donc finalement vu l'irruption, l'arrivée des agences de notation au milieu des années 1990. Et j'ai donc vu, bien entendu, quel était leur type de travail. Et j'ai vu leur influence se développer de plus en plus, tant auprès des investisseurs qu'auprès des régulateurs. Et donc, il m'a semblé intéressant de les regarder vivre. Et puis, j'ai été très en colère. Et ce livre est finalement tiré d'une colère, d'une grande colère que j'ai éprouvée dans les années 2007-2008, lorsque les agences de notation ont assez sauvagement dégradé un certain nombre de notes d'État et puis ont surtout trahi leur mission, puisqu'elles ont noté AAA toute une série de produits titrisés, sortis des bilans des banques et vendus à nos SICAV monétaires, aux investisseurs européens du reste du monde, avec cette idée que ces produits, souvent des créances subprime, parfois des créances subprime, étaient sans risque puisque notés AAA. On a découvert par la suite, grâce aux enquêtes menées en particulier par le Sénat américain, qui a fait un énorme travail d'enquête sur les raisons de la crise financière de 2008, que les agences de notation avaient décidé de jeter par-dessus bord leur réputation pour privilégier le développement de leur chiffre d'affaires. Moi, c'est clair. Voilà. Et c'est un oligopole? Absolument, c'est un oligopole parfait. A3 contrôle à peu près 95% des parts de marché en matière de notation aux États-Unis, en Europe. C'est un peu moins le cas au Japon où ont réussi à émerger deux agences de notation japonaises, mais dans le reste du monde, 95% de parts de marché, ça permet de vendre très cher des notations qui ne sont pas toujours de très bonne qualité, nous disent un certain nombre de régulateurs ou de contrôleurs comme la Cour des comptes européenne qui a regardé d'un peu plus près quelle était la qualité de notation, tout comme la SEC américaine, la SEC américaine, qui trouve que les méthodologies ne sont pas toujours dignes de foi. Et en tous les cas, les agences de notation ont obtenu, après la crise de 2008, grâce à une intense activité de lobbying, qu'une grande partie de leurs notes, la partie secrète de leurs notes, ne puisse pas être regardée de trop près par les régulateurs. Donc on est vraiment dans un système très opaque où les régulateurs n'ont pas toujours le moyen d'aller vérifier la qualité de travail des agences de notation. J'ose le mot. Chapitre 9, balance ton agence de notation. Vous débutez par la loi de l'Omerta. Oui. Ça veut dire que vous êtes allé voir des acteurs internes qui vous ont parlé. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend? Parce que le plus important, c'est d'aller interroger ceux qui, au sein des entreprises cotées, les plus grandes capitalisations boursières françaises, sont en charge des relations avec les agences de notation. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que, heureusement, depuis 2008, les agences de notation travaillent de manière un peu plus correcte, un peu plus sérieuse, un peu plus suivie. Pour autant, que ce qui est bon un jour chez une agence de notation en matière de notation devient mauvais le lendemain. Et d'une manière générale, que les agences de notation restent malgré tout des boîtes noires avec un prix extrêmement élevé de leur notation. Et surtout, bien sûr, c'est un monde anglo-saxon avec des raisonnements très anglo-saxons. Et peut-être que ça sera une des conclusions d'une bonne partie des personnes que je suis allé interroger. Ils regrettent qu'il n'existe pas, à l'image de ce qui existe au Japon, une agence de notation européenne avec une culture européenne. Bien sûr. Capitalisme contre capitalisme. Des amendes?
Il y a eu des amendes suite à la crise de 2007. Parce qu'il y a eu des fautes. J'évoquais tout à l'heure la crise de 2008 et les notations assez automatiques de triple A par les grandes agences sur les produits titrisés par les banques. Donc il y a eu des tentatives et des débuts de procès. Et en tous les cas, il y a eu des accords qui se sont mis en place. En 2015, par exemple, Standard & Poor's a accepté de payer 1,375 milliard de dollars, plus que son bénéfice annuel, au département de justice américain, qui était associé à 19 États américains et qui voulaient justement régler leurs comptes avec les agences de notation qu'ils avaient trahies à propos de la notation de ces produits titrisés. Même chose en 2017 avec Moody's qui doit régler une modique somme de 864 millions de dollars, là encore, pour en finir avec une action du département de la justice. Et puis on signalera quand même, un peu comme le petit enfant de la famille, le dernier arrivé, une amende au mois de mars 2019 prononcée par l'ESMA, le régulateur européen, à l'encontre de Fitch Ratings, l'agence de notation. Celle-ci avait oublié de prévenir, lorsqu'elle notait d'importantes entreprises françaises comme Casino et Renault, que son principal actionnaire, Marc Ladreit-Lacharrière, principal et propriétaire de Fimalac, était au conseil d'administration donc, de ces deux sociétés notées par Fitch Ratings. Conflit d'intérêts, vous dis-je, conflit d'intérêts. Je vais vous évoquer l'idée, peut-être on va vers une farce après la comédie. Mais d'abord, j'aimerais vous entendre sur un point. Donc c'est pas un drame, c'est déjà ça. Il n'y a pas eu de poursuite pénale. Et j'ai un cas en tête, c'est le cas Enron. Et la loi Saban-Oxley. Oui. Je veux dire, il y a quand même eu aux États-Unis des poursuites, Arthur Andersen, la clé sous la porte, etc., etc. 2007, on n'a pas eu du tout ça. Alors, on rappellera ici que les agences de notation sont basées sur trois principes. Nous sommes dans un monde américain. Et le premier principe des agences de notation, c'est de se réfugier sous, finalement, la protection du premier amendement de la Constitution américaine, la liberté d'opinion. Une notation est une opinion. Le deuxième principe, c'est l'indépendance. Donc pas d'agence de notation dépendant d'un État ou de banque. Non, une agence de notation, soit est cotée en bourse, comme Moody's, soit elle appartient à des groupes d'éditeurs, qui paraissent un peu plus neutres. Et enfin, un état d'esprit. Ceux qui acceptent de jouer avec les agences de notation, le jeu de la notation, ne contestent jamais leur notation. Bien sûr, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est bien pour l'omerta. C'est mieux. Et alors j'évoquais l'idée d'une farce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un monde de taux d'intérêt négatifs. Oui. Toutes les références, tous les modèles sont pris en défaut. Voilà, on ne sait plus. Donc on pense même que Trump pourrait être un génie aujourd'hui. Quelle est votre vision? Et voilà, est-ce qu'on va vers une farce finalement de la notation? C'est-à-dire, ça n'a plus de sens aujourd'hui, on ne sait plus... En tout état de cause, les taux négatifs ou proches de zéro permettent à des zombies entreprises de continuer à se financer. Et j'ajouterais à des zombies États de continuer à se financer. Donc l'aléa moral qui fait que finalement on est responsable de rien et on continue à s'endetter joue à plein. Donc les agences de notation, elles ne sont pas loin. Elles n'hésitent pas à dégrader des entreprises comme Casino, par exemple. Elles n'hésitent pas non plus à regarder de très près la note de l'État italien, si celui-ci continue de se montrer finalement relativement peu regardant sur ses finances. Donc je crois que les agences de notation sont toujours là, elles sont tapies dans l'ombre, on les a oubliées, mais dès lors que la croissance économique fera défaut, que nous irons vers un ralentissement économique, voire même une forme de récession, et pourquoi pas une récession en Allemagne ou ailleurs, ou même en zone euro, eh bien les agences de notation qui sont pro-cycliques, dégraderont toute une série de notations et les investisseurs qui ont été obligés d'aller chercher de la rentabilité sur des émetteurs d'obligations mal notées ou même sur le marché des actions souffriront puisque aujourd'hui la politique de taux zéro, c'est la création de bulles et le fait de pousser les investisseurs, les caisses de retraite par exemple, à prendre des risques. Ces risques risquent de se retourner contre ceux qui les ont pris parce que des périodes économiques plus difficiles feront que les dégradations en série des notations auront lieu. Nous n'avons encore rien vu en termes sinon de comédie, du moins de drame,
puisque, et ce sera peut-être le mot de la fin si vous le souhaitez, si vous l'acceptez, c'est un éditorialiste américain écrivait dans les années 1970 aux États-Unis qu'il y a seulement 2 puissances au monde capables de détruire l'économie d'un pays. L'armée américaine, sous un tapis de bombes, et Moody's, en dégradant la note d'un pays. Parlons-en aux Grecs et à toute une série d'autres pays. Voilà. On se souvient de la perte du triple A français avec ses conséquences. Exactement. Et grand merci Gérard Rampeau, un ouvrage à lire absolument pour comprendre cette industrie de l'ombre qu'est l'industrie de la notation, avec tous les jeux qu'elle permet aussi. Merci Jean-Philippe Denis.